c'est un scandale innommable. Il faudra que l'Agence du médicament française rende des comptes sur ça. Docteur Perron, prise 1. Merci. Voilà, merci pour ce livre. Avant de rentrer un petit peu dans le détail de toutes ces informations, j'ai 3 questions à vous poser. La première, c'est est-ce que vous avez eu des menaces ou des pressions avant, pendant et juste après la publication de ce livre ? Jusqu'à présent, j'ai eu strictement aucune menace. Il y a eu à la sortie du livre beaucoup d'agitation de la part de collègues furieux qui ont dit que j'allais être traîné devant le Conseil de l'Ordre, devant la juridiction de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Puis dans les faits, pour l'instant, il ne s'est rien passé. J'ai eu un entretien très cordial au Conseil de l'Ordre parce qu'on m'a accusé de diffamer, d'être non déontologique. En fait, il y a 0 diffamation, ça a été revu par beaucoup d'avocats. Et il n'y a pas d'atteinte à la déontologie parce que, quelquefois j'ai cité certains noms, mais avec les preuves simplement de certains faits, et ça n'a rien à voir avec leur pratique médicale. Une faute déontologique, c'est quand on dit du mal d'un médecin sur sa pratique médicale, et ça je ne l'ai jamais fait. Non. Et je n'ai cité personne dans ce contexte. Donc voilà, pour l'instant, ça a mis en colère beaucoup de gens, mais je n'ai pas eu vraiment de pression directe, je vous rassure. Et est-ce que ce livre a permis de libérer les paroles quand même, il y a 200 000 médecins en France, on ne les entend pas beaucoup, à part vous. Alors en France, ceux qui me soutiennent à fond, dans leur grande majorité, ce sont les médecins généralistes, parce qu'ils se sont sentis totalement abandonnés par les pouvoirs publics, ils n'avaient pas de masque, on les envoyait à poil au front, on leur a retiré le droit de prescription, ce qui était la première fois dans la République française, par des décrets. Donc ils ont été fous furieux, dépossédés, infantilisés, et ça ils me soutiennent à fond, j'ai des témoignages tous les jours. Après, ceux qui me soutiennent, ce sont mes anciens. Les anciens patrons ou d'hôpitaux où j'ai travaillé avant, ou d'autres hôpitaux. Et que vous disent-ils, par exemple ? Ils me disent « Bravo, Christian, pour votre courage, votre livre est remarquable, on se reconnaît totalement dans ces prises de position, la médecine est en train de dérailler gravement. » Et ça me fait plaisir. Les plus jeunes sont plus mitigés, parce que je pense qu'ils sont pris dans le système et qu'ils sont encore très manipulables, malheureusement. Racontez-nous, par exemple, aujourd'hui, il y a une réunion au sein de votre service, les jeunes refusent toujours de prescrire l'hydroxychloroquine. Donc aujourd'hui, on est début août, effectivement, on a depuis les vacances, depuis le début juillet, on a eu 5 malades Covid dans le service, donc c'est beaucoup moins qu'avant. Mais les jeunes médecins du service, alors qu'ils le faisaient avant, refusent aujourd'hui de prescrire l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, disant que c'est toujours pas prouvé, et même que l'hydroxychloroquine est dangereuse, alors que toutes les études qui sont sorties ces dernières semaines vont dans l'autre sens. L'énorme étude italienne sur 3500 malades, toute l'expérience des pays, la surmortalité en France qui est maintenant étayée avec des données scientifiques. Mais je ne peux pas leur en vouloir, ils sont sous pression, je pense, des infectiologues parisiens. Est-ce que vous avez eu des appels de journalistes d'investigation, entre guillemets, qui ont dû être intéressés par toutes les informations qu'il y a dans ce livre ? Les informations, tout est sourcé, je le dis, tout est sourcé, c'est un livre qui est très bien documenté et c'est factuel. Aujourd'hui, j'ai eu aucun appel de journalistes d'investigation, malheureusement. Mais ça viendra probablement. Peut-être que certains journalistes avaient du mal à y voir clair entre des propos qui étaient tellement opposés, conflictuels, que c'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas dans le milieu médical, scientifique, de se faire une idée précise. Alors pour commencer, j'ai envie de lire un morceau, une part de votre livre. C'est à la page 116, on vous posait la question « Qu'est-ce que j'aurais fait à leur place ?» Tout le monde se pose la question « Oui, mais le professeur Perron, très bien, il balance, mais qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait été aux commandes ?» Et voilà ce que vous dites « Je préfère dire que je n'en sais rien. Mais ce que je sais en revanche, c'est que ce que j'aurais fait face à l'épidémie et devant le constat des pénuries généralisées, j'aurais activé en urgence procédures et marchés pour effectuer des commandes de tout dans tous les sens. Et j'aurais réfléchi après avec mes collègues et les responsables de l'administration pour construire le plan de bataille. Et ce que je sais surtout, c'est que je n'aurais pas menti aux Français. 600 médecins ont saisi la justice pour mensonge d'État. Nous verrons alors si Cicéron avait raison. Celui qui a l'habitude du mensonge a aussi celle du parjure.
Ouais. C'est fort, là. Oui, oui, je sais, mais moi, pourquoi je peux me permettre de dire ça? C'est parce que pendant 15 ans, j'ai présidé la commission maladies transmissibles qui s'appelait au début le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, après qui est devenu le Haut Conseil de la santé publique. Donc j'ai conseillé beaucoup de gouvernements, de ministres dans des crises sanitaires. Il y en a eu pas mal, mais il y a les grandes connues, c'était la pandémie grippale en 2009, le SRAS, etc. Et vraiment, il y avait un mode d'organisation au ministère de la Santé qui marchait très bien, qui a été complètement démantelé, j'en parle dans le livre. Et il y avait des procédures préventives sur les masques. Le 1er juillet 2011, je signe c'était une recommandation qui était à la demande des autorités du ministère de l'époque, disant comment on gère les stocks de masques. Tout est écrit dedans. Et s'ils avaient suivi, on n'aurait pas eu une pénurie de masques. Malheureusement, il y a des hauts fonctionnaires qui, quelques mois après, ont dit les masques, ça ne sert à rien, poubelle. Donc, c'est dramatique en France ce qui s'est passé. Et l'Institut Pasteur a monopolisé le savoir, soi-disant, sur les tests, alors qu'il y avait... Si vous regardez, il y avait un professeur chef d'unité INSERM au CHU de Lille qui, au milieu de l'épidémie, a hurlé dans les médias en disant nous, INSERM, avec mes collègues du CNRS, on peut vous faire des milliers de tests par jour. Les vétérinaires ont fait la même chose. On leur a dit non, allez jouer ailleurs. Bon, après, sous la pression, Olivier Véran avait passé un arrêté pour dire oui, ils ont le droit. Mais après, il n'y a jamais eu, je dirais, les textes d'application, parce que beaucoup de ces labos n'ont jamais eu l'autorisation finale. Donc on est tombé dans un truc kafkaïen, totalement administratif, où au jour d'aujourd'hui, on n'a pas forcément la capacité de... Alors il y a beaucoup de tests qui sont faits à droite à gauche, mais qui ne sont pas toujours bien validés, mais tout ça n'a pas été organisé comme il faut. Et on aurait pu produire les tests, il n'y avait aucun problème. Quand les professeurs de Berlin, avec Angela Merkel, qui est une scientifique, c'est une chimiste à la base, ont dit à tous les médecins allemands, publics, privés, recherche, vétérinaires, allez-y, faites des tests, voilà la recette, allez-y, et on va évaluer tout ça en cours de route, en marchant. Il y a urgence, les gens meurent là, on y va. Et ça, en France, on a dit non, non, oh là là, il faut attendre l'homologation, la norme AFNOR, et il y a des tests en octobre, ils ne sont toujours pas validés. Mais Olivier Véran, il y a quand même quelque chose d'incroyable, c'est surtout cette décision qui a été prise par le Haut Comité, Haut Conseil. Le Haut Conseil, pardon, le Haut Conseil de la santé publique, d'interdire l'hydroxychloroquine, en fait, de l'autoriser uniquement aux mourants. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez incroyable dans la mesure où, dans un premier temps, elle a été autorisée et le lendemain, elle a été interdite. Or, on apprend dans votre livre que la personne qui est à l'origine de cette interdiction explique, je crois que c'est le Canard enchaîné qui le révèle, qu'il a été sous pression de médecins. C'est-à-dire que, effectivement, c'est ridicule de prescrire de l'hydroxychloroquine à des personnes qui sont déjà en phase terminale, enfin qui sont déjà quasiment mourants. Pourquoi? Est-ce que vous avez des précisions? Là, vous parlez du professeur Franck Chauvin, qui est le président de tout le Haut Conseil de la santé publique, qui effectivement a avoué ça a posteriori. Et normalement, ce n'est pas à Franck Chauvin de rendre un avis des maladies transmissibles quand la commission des maladies transmissibles est saisie par le gouvernement. C'est au président de la commission maladies transmissibles qu'est le professeur Christian Chidiac, infectiologue à Lyon. Donc déjà, il y a un dysfonctionnement. En plus, moi quand même, j'ai écrit déjà il y a maintenant presque une vingtaine d'années, toutes les chartes de fonctionnement du Conseil supérieur d'hygiène, puis du Haut Conseil de la santé publique, la gestion des conflits d'intérêts, les procédures d'urgence en cas de crise, tout ça est écrit. Quand on a dit, parce qu'ils ont fait un avis, quand on regarde l'avis, il n'y a eu aucun vote, aucune réunion de la commission, aucune déclaration des conflits d'intérêts. On dit le président du Haut Conseil a mis sa signature sur un rapport d'un groupe de travail où il y a des membres du Haut Conseil, des membres qui ne sont pas du Haut Conseil. C'est quoi ce truc? C'est n'importe quoi. Alors moi aussi, quand j'étais président, je me suis appuyé sur des groupes de travail mixtes. C'était bien si on rassemble des experts pour une crise. Mais à ce moment-là, leur avis doit être validé par un vote de la commission maladies transmissibles. Et alors, effectivement, on peut dire, oui, mais là, il y avait urgence, mais la procédure d'urgence, elle existe. Elle se fait par ceux qui peuvent venir, les Parisiens ou qui sont sur place. Et puis avec le confinement, on ne pouvait pas trop se déplacer. Après, ça peut être fait par téléphone. On met une pieuvre, un téléphone collectif au milieu de la table. Tout le monde peut participer au débat. Et le soir même, on envoie un projet d'avis par mail. Et les gens valident dans les 24 heures. Et cette procédure, elle existe. Elle n'a pas été respectée. Si vous regardez, il n'y a eu aucun vote.
aucune déclaration des conflits d'intérêts. Or, dans la charte des conflits d'intérêts, c'est moi qui l'ai écrite avec d'autres collègues, à chaque réunion, parce qu'on doit le déclarer tous les ans, mais quelquefois les gens peuvent oublier, puis il y a un sujet qui peut être un peu particulier. À chaque réunion, je l'ai toujours fait, c'était systématique, j'ai jamais raté une seule fois, c'est écrit à chaque fois dans les rapports. Quand j'ouvrais chaque séance, je disais, y a-t-il un conflit d'intérêts à l'ordre du jour ? Et toute personne qui avait un conflit d'intérêts majeur, on ne prenait pas en compte les congrès, tout ça, parce que sinon il n'y avait plus personne dans la salle, mais des gens qui avaient touché des contrats, des honoraires, devaient le déclarer. Et si c'était le cas, ils pouvaient éventuellement s'exprimer au début, mais sur les sujets très chauds, ils devaient quitter la salle, ne pas participer au débat final, ne pas voter. En tout cas, aujourd'hui, une évidence, c'est que tout le monde est perdu. Tout le monde est perdu, on est dans un combat de scientifiques, donc qui croire, tout le monde dit, même dans nos propres familles, le sujet divise. Comment comprenez-vous, par contre, comme un médecin, quand même, comme Karine Lacombe, qui dirige un service de santé à l'hôpital Saint-Antoine, donc quand même quelqu'un qui est reconnu, qui a des compétences, qui va passer sur tous les plateaux de télévision pour nous dire la même chose, que non, comment des scientifiques de renom peuvent-ils se compromettre avec la chloroquine? Comment expliquez-vous cette démarche alors que cette même personne ne peut pas ignorer que, oui, la chloroquine marche, puisqu'il y a notamment le découvreur du virus, le SRAS, qui est le professeur en Chine, on avait montré que la chloroquine marchait. Comment expliquez-vous cette démarche de plusieurs médecins qui ont quand même participé dans tous les plateaux télé et qui fait qu'il y a une confusion au niveau du grand public? Ce qui n'est pas normal, c'est que dans une émission de télévision grand public, il faudrait soit à l'avance que le journaliste qui invite telle personne lui demande d'envoyer sa déclaration de lien d'intérêt, ou que ce soit à la limite obligatoire de le déclarer sur le plateau de télévision, avant. Et malheureusement, ça n'est jamais fait. Et ça, ce serait une mesure qui pourrait être prise facilement et qui assainirait beaucoup de choses, et probablement pas que dans le domaine de la médecine, dans d'autres domaines, parce que ces histoires de conflits d'intérêts, ça ne touche pas que la médecine, même si je le sais officiellement par des rapporteurs spéciaux à Genève, à l'ONU, ils m'ont dit, mais Monsieur Perron, vous savez, l'industrie pharmaceutique, c'est la plus grande source de corruption au monde, avant les bâtiments travaux publics ou d'autres domaines, parce que ça ne coûte pas très cher un médicament. Ça coûte cher, ce qui coûte cher, c'est les études, mais une fois que les études sont terminées, ça ne coûte pas si cher. J'ai entendu récemment finalement que le remdesivir coûtait quelques dollars à fabriquer, puis c'est quelques centaines de dollars à la vente après. Donc la marge importante. Il y a des marges très importantes. Donc après, quand il y a des molécules qui se battent pour avoir des parts de marché, ça peut tout de suite faire des centaines de milliards de dollars ou d'euros à l'échelon de la planète, quand ce sont des médicaments qui sont très largement diffusés. Donc on voit que c'est un sujet très chaud, et ça, il faut en être conscient. En coronavirus, nouveau bond des décès aux États-Unis, 1 million de cas en Afrique. Et quand vous lisez, la pandémie due au Covid-19 a fait au moins 712 000 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'Agence France-Presse. C'est plus l'OMS, c'est l'Agence France-Presse qui établit le bilan maintenant, avec ses correspondances, et c'est assez intéressant. Globalement, le nombre de morts a doublé depuis le 26 mai, et 100 000 décès supplémentaires ont été détectés. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en plein milieu de la vague épidémique, l'OMS avait posté une annonce énorme en disant attention, ce virus va être éternel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette publication de l'OMS. Comment ils peuvent savoir que le virus va être éternel? Moi, après, ils l'ont retiré. Le virus va être éternel. Ouais, mais non. Ben si, moi je l'ai vu, je n'ai pas rêvé, c'était publié sur les réseaux sociaux, dans les médias, puis après ça a été retiré. Mais on nous fait un scénario catastrophique. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir une deuxième vague, il faut être prudent, ça s'est déjà vu de façon exceptionnelle dans l'histoire, et il n'y a personne qui peut le prédire, il faut être armé, c'est tout. Si on est prêt, on l'affrontera. Si on n'est pas prêt... Mais si la deuxième vague arrive, qu'on nous interdit toujours l'hydroxychloroquine, là, ça sera très grave, parce qu'on a l'expérience et les publications. Oui, puis ça marche. En plus, ça marche, et c'est archi prouvé maintenant dans le monde entier. Là, ce matin, dans le service, je leur dis, mais attendez, là, vous me dites que ça ne marche pas, mais le Lancet, le New England Journal of Medicine, ils ont rétracté leurs articles, c'était frauduleux. On m'a dit, non, mais vous êtes complotiste. Bon, je veux bien. Et puis,
Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que les rédacteurs en chef de ces journaux ont parlé. Alors, ce qui m'a un peu étonné pour Richard Horton du Lancet, c'est qu'il est déjà en 2016, donc ça fait un bail, ou 2018, je ne sais plus très bien la date, je crois que c'est plusieurs années. Il avait écrit un pamphlet contre son propre journal en disant « Mon journal est infiltré, beaucoup de données sont mauvaises, on est sous influence de l'industrie pharmaceutique, beaucoup de publications sont totalement fausses. » Alors moi, je pensais qu'il avait dit ça en claquant la porte. Mais non, il est resté. Donc il a craché dans la soupe et il continue de manger dans la soupe. Alors il a eu aussi un article très, très fort récemment en dénonçant ce qui s'est passé dans son journal, en disant que les gouvernements des pays riches, notamment en Europe, avaient été absolument incapables pour gérer la crise. Mais il n'y a pas que le Lancet. Le New England Journal of Medicine, alors je n'ai plus son nom par cœur, mais une femme qui était rédactrice en chef il y a quelques années, quand elle avait quitté le journal, mais elle l'avait quitté, avait dénoncé ça. Elle avait fait à l'époque un article dans le New York Times. Elle avait dit la même chose. Le New England, il y a des excellents articles dans le New England Journal, mais il y a des articles pourris, vendus à l'industrie. Elle le disait elle-même. Et là, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y a 2-3 semaines, à courant juillet, elle a refait, alors qu'elle n'est plus rédactrice, mais elle a fait un pamphlet virulent pour dire cette manipulation mondiale anti-chloroquine est organisée, y compris au niveau des plus grands journaux médicaux. C'est elle-même qui l'a dit, c'est pas moi. Donc, quand je dis qu'il y a des problèmes et qu'on voit bien que ce n'est pas de la réalité scientifique, que c'est des études bidonnées avec des chiffres invraisemblables, on m'accuse moi de complotiste. J'en ai marre de ce mot de complotiste parce que je l'entends tous les 3 jours. C'est l'argument de ceux qui n'en ont pas. Donc voilà. Je vous rassure. Voilà. Parce qu'avant, c'était utilisé une fois par an. Maintenant, toutes les semaines, tout le monde, dès qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement, dès qu'on n'est pas d'accord avec une société savante, on est complotiste. Parce qu'au début, on n'avait pas trop le traitement. On passait beaucoup de gens en réanimation. Il y a eu des décès. Puis après, parce que j'ai un peu gueulé dans les médias, l'assistance publique a accepté de me donner une caisse de chloroquine, ce qui n'était pas évident. Tous les hôpitaux de l'assistance publique n'en ont pas eu. On a pu traiter presque tout le monde, sauf ceux qui avaient des contre-indications. Les passages en réanimation ont chuté. C'est un fait. Bon, on l'avait publié en ce qu'on appelle en préprint, c'est une version très préliminaire, non encore évaluée, au début de l'épidémie. Et on s'est fait... mais massacré sur les réseaux sociaux par les infectiologues, par des soi-disant sites qui étaient des espèces de gens qui disaient ce qui était correct ou pas d'un point de vue scientifique, alors qu'ils n'avaient pas plus de valeur scientifique que les autres. Il y a eu des pressions sur les jeunes de mon service qui ne dormaient plus. On leur a dit « mais t'es fou d'avoir co-signé ça avec ce Perron, ce charlatan, ta carrière est foutue ». Donc moi j'avais retiré le préprint à l'époque pour calmer le jeu, parce que je ne voulais pas, il y avait un malaise dans le service. Bon, là, l'article est publié depuis quelques jours, là, début août. On a refait voir toute la méthodologie par des méthodologistes qui sont tout à fait compétents pour que ce soit inattaquable. C'est publié. Ben, on n'a plus de critique. Et c'est la seule critique qu'on m'a envoyée, c'est qu'il y avait une faute de typographie dans le titre, parce que je ne sais pas pourquoi ils ont mis un petit N avant le premier mot du titre. Bon, c'est une erreur d'imprimerie. Et voilà. Et puis, alors quand je dis dans mon service, ben voilà la publication du service qui montre que ça marche, ben ils ne veulent pas prescrire quand même. Moi, j'ai plein de collègues médecins, alors ça peut être des médecins de ville, mais des médecins hospitaliers. Quand ils ont été malades, ils ont tous pris de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, c'était évident. Il y a un médecin qui a dit oui, je l'ai pris, alors il a guéri, puis après, comme il s'est fait recadrer par les médecins de son hôpital, il a dit mais si vous étiez à nouveau malade, vous le referiez? Il a dit non, je ne reprendrai pas. Au tout début de l'épidémie, j'ai des collègues âgés qui étaient retraités, qui étaient tombés malades au tout début, qui étaient vraiment, se sentaient mourants, prêts à aller à l'hôpital.
Ils ont pris le traitement et tous, ils m'ont dit en 24-48 heures, on était ressuscités. Et c'est ce que moi j'ai vu dans le service, c'est ce que les aides-soignants, les infirmières du service ont vu. Le traitement, il marche extrêmement rapidement s'il n'est pas donné trop tard. C'est évident que si vous donnez l'hydroxychloroquine à une phase trop tardive, ça ne marche plus. Et si, comme dans l'étude Recovery, cette étude scandaleuse anglaise, ils ont donné des doses toxiques, 4 fois la dose maximum autorisée. La chloroquine à très forte dose, c'est un agent du suicide, il faut le savoir. Comment un comité d'éthique en Grande-Bretagne a laissé passer ça, de faire une étude avec une dose totalement invraisemblable. Et après, on nous dit, bah oui, la chloroquine, vous voyez, c'est dangereux. C'est honteux tout ça. Comment la science ou des scientifiques peuvent-ils se compromettre à ce niveau-là? Là, on parle de vie et de mort quand même. Je suis attaqué par en fait une petite poignée d'individus qui sont dos au mur, ils sentent que ça commence à chauffer pour eux. Et puis ils sont prêts à tous les arguments pour essayer de me dégommer, si je puis dire. Et à côté de ça, tous les jours, je reçois des centaines de lettres. À la fois du grand public, mais de médecins, d'anciens professeurs, de membres de l'Académie de médecine, de l'Académie de chirurgie, de gens qui disent bravo pour votre livre, il est magnifique, bravo pour ce que vous dites, bravo pour dénoncer la prise de pouvoir des méthodologies sur la médecine qui nous font une médecine qui n'est plus humaine. Vous parliez des généralistes tout à l'heure, des généralistes qui ne peuvent toujours pas utiliser le traitement. Alors aujourd'hui, début août, les généralistes peuvent prescrire l'hydroxychloroquine parce que même si le gouvernement n'a pas communiqué là-dessus, quand il y a eu début juillet la loi qui a supprimé l'état d'urgence sanitaire, ça a aboli de fait tous les décrets qui avaient été passés pendant cette période. Donc les décrets anti-chloroquine ont été abrogés. N'importe quel médecin peut prescrire, simplement l'indication du Covid est hors ce qu'on appelle AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché. Donc le médecin doit informer son patient que c'est en dehors de la recommandation habituelle et doit marquer sur l'ordonnance hors AMM, ce qui a comme conséquence un petit peu néfaste, enfin la chloroquine n'est pas très chère, que le patient n'est pas remboursé. Mais ce qui est très curieux, c'est que personne n'a communiqué là-dessus au niveau du gouvernement. Et même j'avais vu un message de la Direction générale de la santé qui disait l'inverse, non, rien n'a changé. C'est incroyable. Je vous le dis. Ceci dit, il y a des pharmaciens qui ne sont pas au courant, qui refusent encore de délivrer les ordonnances. Mais c'est eux qui sont hors la loi pour le coup. Comment expliquez-vous l'attentisme des membres du conseil scientifique? C'est encore toujours des conflits d'intérêts? Je ne reparle même pas des masques, on va en parler tout à l'heure pour les masques qui ont été envoyés en Chine dès la mi-février. C'est-à-dire qu'on envoie les masques. On n'a pas. Non, on envoie les masques. Les masques ont été envoyés à toutes nos... Le solde des masques ont été envoyés et en retour, on chope le virus. Agnès Buzyn, quand elle fait son interview au Monde, dit voilà, dès le mois mi-décembre, j'étais alerté qu'il y avait un grand problème en Chine. Dès le 20 décembre, donc c'était avant Noël, j'ai tout de suite alerté le directeur général de la santé, donc c'est le professeur Jérôme Salomon, en disant qu'il y allait y avoir un problème, qu'il fallait prendre des mesures. Bon. Moi, je regarde ce qu'a fait Jérôme Salomon. Il a attendu 40 jours avant de faire une première commande de 1 100 000 masques. 1 100 000 masques pour... C'est rien. C'est que dalle, quoi. Et alors après, donc on n'a pas de masques. Il nous en reste un petit stock. Alors il y avait des masques périmés, soi-disant, ils les ont brûlés. Et puis le reste qui était encore valable, ils l'ont envoyé en Chine pour aider les pauvres Chinois qui n'avaient pas de masques. Alors c'est les Chinois qui fabriquent les 3/4 des masques du monde. Bon. Je n'ai pas très bien compris. On importe le virus parce qu'on organise un rapatriement massif des Français vivant à Wuhan. Alors, il y a eu deux rapatriements, un sur le sud près de Marseille. Et là, c'était géré un petit peu par l'équipe avec Raoult. Alors, je sais par l'équipe de l'UHU qu'ils voulaient même monter dans l'avion, dépister tout le monde après l'atterrissage. Ça n'a pas été accepté. Mais enfin, il y a eu quand même des mesures de surveillance. Ils ont été isolés dans un centre de vacances. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de contamination autour. Et puis, on voit ce qui s'est passé dans l'Oise, où ils sont arrivés sur la base militaire. Là. Puis là, on a dit aux gens, rentrez chez vous. Tous les gens qui ont participé au rapatriement, on leur a dit, restez chez vous, mais ce n'était pas du tout confiné. On ne leur a pas fait de test. Et puis, comme par hasard, le plus gros foyer épidémique est parti de l'Oise. Et l'autre gros foyer est parti de ce rassemblement religieux en Alsace aussi. Donc, on voit qu'il y a eu deux événements assez spectaculaires qu'on fait partir l'épidémie en France. Mais c'est vrai que j'ai appelé ça une opération d'import-export. On exporte les masques et puis on importe le virus. Bon,
Quelle a été l'information qui vous a mis le plus en colère? Ce qui m'a mis le plus en colère, c'est l'interdiction de l'hydroxychloroquine. Parce que quand on n'est pas de masque, bon, c'était inacceptable. Enfin bon, on s'est dit, ils ont été dépassés, ils n'ont pas compris, il y a du retard. Mais au moins, ils auraient pu le dire, on est désolé, on n'a pas de masque, mettez-vous un slip sur la tête en attendant, fabriquez-vous un masque et puis on essaie de faire ce qu'on peut. Les Français auraient peut-être mieux compris. Les tests, c'est pareil. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'on avait des données scientifiques déjà sur l'expérience chinoise qui démontrait dans des études randomisées que l'hydroxychloroquine marchait. Même s'il y a eu d'autres études chinoises complètement foireuses qui ont essayé de dire l'inverse, mais qui étaient sous influence. Qu'il y a eu, dès le début, Raoult, dès les premiers malades, dès les premiers 24 malades, on avait la preuve que ça marchait. On dit, ouais, 24 malades, c'est n'importe quoi. Après 80, après 1000, après 3500. Non, Raoult raconte des bêtises. Il n'a pas mis de placebo, donc c'est faux. L'OMS elle-même dit dans ses recommandations officielles que quand un médicament marche à plus de 95%, il n'y a pas besoin d'un placebo. C'est des bêtises. Donc, alors, ce qui m'a mis en colère, c'est que, alors qu'on avait toute cette évidence scientifique, que le Haut Conseil de la Santé publique dit la chloroquine, il ne faut pas la donner, que le ministre suit ça quelques jours après dans un arrêté ou un décret, je crois. Et puis surtout, moi, je l'ai vécu à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, que le directeur général de l'assistance publique, qui n'est pas médecin, se permette de dire publiquement que la chloroquine, ça ne marche pas, ça marche que dans les tubes, qu'il ne faut pas la donner, sauf dans les études... Martin Hirsch, sauf dans les études officielles comme Discovery. C'est délirant qu'on vienne interférer avec la libre prescription. Puis ces études, vous parliez tout à l'heure de Yazdan Pana, du comité du conseil scientifique auprès de l'Élysée. Ce sont des gens issus du sida qui ont été habitués à gérer les épidémies sur le long terme. Ils n'ont aucune expérience de la gestion de crise. Monter une étude dite randomisée avec tirage au sort, pas de traitement au placebo, différents traitements, c'est des semaines de mise en place, c'est des mois d'inclusion, il faut encore des semaines d'analyse. Toutes ces études, j'en ai fait plein, des études randomisées, ça prend un temps fou, ça prend des mois. Il faut nous faire croire qu'en 15 jours, ils allaient avoir des résultats. C'était une escroquerie intellectuelle. Moi, je trouve ça scandaleux qu'on ait fait croire aux Français, même aux scientifiques, qu'on allait faire des choses de façon très rigoureuse, alors que de toute façon, ces études, ça prend énormément de temps. Surtout, c'était infaisable de mettre 5 groupes de comparaison, parce que en statistique, plus vous mettez de groupes à comparer, plus il faut de gens. Si vous mettez comparer placebo contre un traitement, c'est quelques centaines de personnes. Quand vous faites 5 groupes comme ils ont fait, il faut des milliers et des milliers pour pouvoir avoir un résultat significatif. On apprend dans votre livre que le traitement du docteur Raoult a été ajouté in extremis, sous la pression, on va dire, des réseaux sociaux. Oui, parce qu'il ne voulait pas entendre parler de l'hydroxychloroquine, il y a eu pression pour que ce soit rajouté un peu à la dernière minute. C'est quand même fou, non? Et puis après, dès que l'OMS a éternué ou qu'il y avait la publication du Lancet qui était complètement frauduleuse, immédiatement ils sont empressés de dire on arrête de tester l'hydroxychloroquine, ce qui était un scandale énorme, quoi. Je pensais sincèrement qu'après le scandale du Lancet, tout rentrerait dans l'ordre. Et pourtant, ça a continué. Non, parce que vous n'imaginez pas la capacité de lobbying de l'industrie pharmaceutique. Je veux dire, c'est de la corruption. C'est une forme de corruption, parce que quand vous regardez l'étude faite par Fauci, qui aux États-Unis essaie de bloquer la chloroquine par tous les moyens et qui a réussi à la rebloquer récemment, ce qui est aussi un grand scandale. Bon, quand Fauci a lancé son étude, il a sponsorisé avec Gilead sur le Remdesivir, qui est un médicament qui ne marche pas et qui est potentiellement toxique. Alors, au milieu de l'étude, ils s'aperçoivent qu'il n'y a aucun effet sur la mortalité. Alors, ils se disent, zut, alors ça commence à communiquer dans les médias, le Remdesivir est inefficace, catastrophe, l'action de Gilead se casse la figure. Le lendemain, Gilead, Fauci montent au créneau. Mais non, c'est très intéressant cette molécule parce que d'accord, ça n'a pas d'effet sur la mortalité. Sous-entendu, la mortalité, c'est un détail, on s'en fiche. Je laisse ça dans leur bouche, c'est eux qui l'ont dit, mais ça raccourcit un petit peu la durée d'hospitalisation chez ceux qui ne sont pas morts. Et ils ont changé les critères d'étude en cours de route, ce qui est interdit dans une étude, mais c'était public, communiqué officiel, voilà, on change les critères. Et une seule étude qui a été trafiquée, modifiée en cours de route, ils obtiennent en un temps record, en quelques jours, l'autorisation de la FDA, qui est un peu l'équivalent de l'agence du médicament américaine, qui est super puissante,
d'autoriser la commercialisation aux États-Unis. En un temps record, en 2 semaines, ils ont l'autorisation de l'Agence du médicament européenne, puis de l'Agence du médicament française. Et je dis, c'est un scandale innommable. Moi, j'étais président de groupe de travail à l'Agence du médicament qui ne s'appelait pas la NSM à l'époque, qui s'appelait l'AFSAPS, mais c'est pareil. Et puis j'ai participé au groupe de travail des anti-infectieux qui existait à l'époque pendant des années. Je n'ai jamais vu de ma vie une autorisation de commercialisation pour un médicament sur une seule étude. Ça s'est du jamais vu. En plus, une étude foireuse qui a été changée en cours de route. Pour avoir une autorisation en Europe, il faut avoir une étude sur plusieurs continents, plusieurs études et qui se confirment entre elles. Donc ça a été totalement hallucinant. Et je ne comprends pas qu'il faudra que l'Agence du médicament française rende des comptes sur ça. On a le droit aujourd'hui de prescrire du remdesivir, ce que je ne ferai jamais. Un médicament qui apparemment ne fonctionne pas. Puis qui coûte très cher. Et qui se fait que par voie intraveineuse. Comment vous gérez une pandémie par voie intraveineuse? Il faut m'expliquer, c'est compliqué. Je ne supporte plus qu'on me dise, on me l'a encore dit aujourd'hui dans mon service, et ça m'a révolté, qu'il n'y a pas de traitement prouvé qui marche sur le Covid. C'est prouvé dans plein de pays du monde. Il faut dire, regardez, comparer le Portugal et l'Espagne au début de l'épidémie. Je ne sais pas, au Portugal, ils ont été bien conseillés par je ne sais pas quel médecin. Tout de suite, les autorités ont dit, dès qu'il y a un petit début de pneumonie, tout le monde a l'hydroxychloroquine. En Espagne, les autorités n'ont pas pris de mesures. Ils n'ont pas pris de mesures, ils ne voulaient pas se prononcer, c'était un peu le flou artistique. Dès le début, la létalité au Portugal extrêmement faible, en Espagne elle était très élevée. Quand vous regardez ce qui se passe en Italie, entre la première phase, pas de chloroquine après, au Maroc, c'était merveilleux ce qu'ils ont fait, il y a eu très peu de morts. Le gouvernement grec a demandé au laboratoire grec de produire localement de la chloroquine parce qu'ils n'en avaient pas. Ils l'ont produit massivement, ils l'ont donné à tous leurs malades. Très peu de morts en Grèce. La Russie, qui était très mal partie, ils avaient une mortalité qui augmentait après. Et les autorités russes ont dit tout le monde hydroxychloroquine, azitro, la mortalité a chuté en Russie. C'est partout maintenant, c'est prouvé. Quand on vient de me dire aujourd'hui, il n'y a pas de traitement prouvé, c'est ce que continue de dire le conseil scientifique, et il n'y a que le vaccin qui va être notre salut. Ce vaccin, je n'en veux pas. Comment l'Union européenne a donné des milliards à l'industrie pour développer ce vaccin. L'industrie n'en a pas besoin, parce qu'ils n'ont pas besoin de cet argent, ils en ont déjà assez pour le faire. La France était un des premiers contributeurs. Et quand on voit que l'OMS maintenant, qui est sous l'influence de Bill Gates, qui est pour les vaccins, tous les jours nous fait peur, des communiqués. J'avais été très choqué, il y avait un communiqué de l'OMS, c'était il y a plusieurs semaines, je ne sais plus, c'était en juin, début juillet, qui disait attention, la pandémie repart en Inde, c'est la catastrophe. Bon, alors je regarde les chiffres. L'Inde, ils avaient entre 15 000 et 20 000 morts, ils sont 1 milliard d'habitants presque. Je dis, bon, nous on en a plus de 30 000. Ils n'ont pas beaucoup de morts en Inde. Oui, mais l'OMS dit il y a, je ne sais plus, 2 000 morts ou 20 000, je ne sais plus le chiffre exact, d'un seul coup, d'une semaine sur l'autre. Alors, je regarde le détail. En fait, c'était un rattrapage du gouvernement indien qui avait reçu des différents États, parce que c'est grand l'Inde, des cas qui n'avaient pas été déclarés, et puis ils ont, de façon tout à fait honnête et correcte, ils ont dit à l'OMS, attendez, on avait oublié de déclarer quelques milliers de cas, ce qui était tout à fait normal. Et l'OMS fait un communiqué, la pandémie repart en Inde. Mais c'est de la manipulation, ça. Comment ça? Oui, ça m'inquiète, des choses comme ça.